Bienvenue dans Une page à la fois, un podcast dédié à la narration graphique en bande dessinée. Aujourd'hui, je vais parler de City of Glass, Cité de verre en français, l'un des meilleurs romans graphiques des années 90. L'adaptation d'un excellent roman plutôt inhabituel. Paul Karazic et David Mazzucchelli ont collaboré sur le découpage, et Mazzucchelli a dessiné cet album, version BD d'un livre écrit par Paul Auster, publié 10 ans plus tôt. Au premier abord, l'histoire d'un détective raté engagé pour retrouver le père disparu d'un homme perturbé, City of Glass traite également de la puissance du langage et de la réalité qu'une personne se crée quand sa situation devient insoutenable. L'idée peu évidente d'adapter un livre sur le langage est née des rédacteurs en chef de Neonlit, une collection de romans graphiques dédiée à l'adaptation de romans noirs littéraires. L'un de ces rédacteurs n'était autre qu'Art Spiegelman, auteur de Maus et créateur de la revue Raw, une anthologie de comics où parut en feuilleton la première partie de Maus. Le premier volume de l'éphémère Neonlit, City of Glass, fut proposé à David Mazzucchelli. Ce projet allait utiliser une large gamme des possibilités de la narration en bande dessinée, comme nous allons le voir. Mazzucchelli avait déjà imprimé sa marque sur les comics. Sa collaboration en 1986 et 87 avec Frank Miller sur Daredevil Born Again, puis sur Batman Year One, avait montré son évolution vers un découpage solide et un dessin raffiné. En 1988, il avait dessiné une très belle histoire courte pour Marvel sur scénario d'Ann Nocenti, mettant en scène Angel, un personnage des X-Men, avant de lancer Rubber Blanket, un magazine grand format auto-publié, où son dessin continuerait à évoluer et où il allait expérimenter à volonté. Le dernier numéro de Rubber Blanket, publié un an avant City of Glass, présentait une histoire de 40 pages intitulée Big Man, sorte de rencontre entre Hulk et les raisins de la colère, si vous me permettez ce mélange contre nature. Mais Mazzucchelli n'était pas le premier artiste à travailler sur l'adaptation de City of Glass. Paul Karazic, jadis assistant sur Raw, avait décidé en 1987 de travailler sur le découpage d'une partie du livre. Comme on le voit, Karazic avait choisi un découpage en 9 cases pour construire un cadre solide à même de refléter la structure du livre. Karazic a expliqué avoir été influencé par le travail du dessinateur et scénariste Harvey Kurtzman, célèbre pour ses histoires chez EC Comics et pour la création du magazine Mad dans les années 50. Mazzucchelli allait combiner son propre dessin avec le découpage de Karazic, en conservant une grande partie sans s'interdire des changements. Le gaufrier à 9 cases avait déjà fait une forte impression sur les lecteurs de comics en 1986, avec le travail d'Alan Moore et Dave Gibbons sur Watchmen, influencé par la série autobiographique Alec, créée par Eddie Campbell au début des années 80. Mazzucchelli, qui ne voulait pas se retrouver limité dans sa narration, allait ouvrir la grille avec des cases plus grandes, sans abandonner la structure sous-jacente, faisant ainsi le même choix que les créateurs de Watchmen. Ce gaufrier méthodique se remarque immédiatement quand on feuillette le roman graphique. Je vais maintenant montrer en partie une longue séquence où la régularité du gaufrier et sa désagrégation ultérieure sont toutes deux utilisées à très bon escient. Comme je préfère ne pas montrer trop de pages entières, je n'utiliserai que des vignettes suffisantes pour mettre l'accent sur la narration elle-même. Cette séquence met en scène Peter, l'un des personnages principaux, qui raconte son enfance maltraitée. Sa personnalité instable est exprimée visuellement par les bulles qui émergent de sa gorge et par la plongée progressive dans sa bouche. Sur la deuxième page, un alter ego du personnage apparaît petit à petit. Charon, la figure grecque qui transporte les morts depuis le monde des vivants jusqu'aux enfers, contient maintenant la voix de Peter. Le marin infernal mène le lecteur vers de nouvelles images issues de l'esprit de Peter. À savoir la juxtaposition d'un dessin d'enfant et d'une figure d'art pariétal, une possible régression de l'esprit de l'homme, ainsi que 3 objets d'où s'échappe la voix, tous dessinés avec le même zoom progressif. Le gaufrier est toujours de 3 cases par 3, mais la case ne correspond plus à une seule unité narrative, mais à 3. Je vais passer 2 pages de cette séquence pour montrer les 2 dernières où se produit quelque chose d'inattendu. Cette pleine page réussit à inclure le gaufrier habituel tout en présentant une seule image saisissante, celle de la voix provenant du fin fond d'une cellule plongée dans l'obscurité. Une nouvelle métaphore de l'esprit égaré de Peter. La dernière page de la séquence est encore plus frappante. Le gaufrier a disparu, et en pleine page se trouve maintenant une marionnette abandonnée, ses fils coupés.
La voix de Peter provient encore du mannequin de bois, représentation perturbante de la façon dont le personnage se perçoit lui-même. Le gaufrier sera complètement explosé vers la fin de l'album avec cette merveilleuse double page, le gaufrier disparu reflétant la désintégration de l'esprit d'un autre personnage. Seule une demi-douzaine de pleines et doubles pages parsèment les 140 pages de cette adaptation. Elles sont utilisées comme tête de chapitre, ainsi que comme amplificateur émotionnel. Mais il ne s'agit pas là du seul outil narratif employé par les artistes. Il est assez rare de voir un artiste dessiner un comic dans plusieurs styles. Ici, Mazzucchelli traverse tout le continuum iconique réaliste sans le faire de façon gratuite. L'art iconique est principalement utilisé dans une séquence qui raconte l'histoire du père violent. Dans Understanding Comics, L'Art Invisible, publié un an avant ce roman graphique, Scott McCloud théorisait l'emploi de l'art iconique comme permettant une identification plus forte de la part du lecteur, à cause de ses qualités de représentation abstraite. Mazzucchelli a affirmé être en accord avec cette idée, et cette page en est un bon exemple. L'image d'un enfant maltraité se répète à travers tout l'album, justement dans le style d'un dessin d'enfant. La juxtaposition avec un style plus réaliste provoque un effet discordant qui rappelle au lecteur les dommages subis par Peter. Je digresse un instant. Paul Karazic a déclaré que la séquence sur la gauche, où Quinn, le détective, observe un train arrivant à quai, était une citation directe de Master Race, la célèbre histoire de Bernie Kriegsstein. Bernie Kriegsstein travaillait à la même époque et pour le même éditeur que Harvey Kurtzman. Le dessin très stylisé des deuxième et troisième cases est utilisé pour représenter l'image de soi de Quinn, son détective platonicien. Malgré le sérieux du sujet de l'histoire, l'humour fait partie de cette œuvre, comme l'atteste l'archétype en opposition avec la réalité. Un style plus illustratif, qui rappelle celui des gravures classiques, est également présent, dans des séquences liées à des parties de la Bible, ici la tour de Babel. Sur cette page se trouve le style de base, réaliste sans être photoréaliste. Il s'agit de la réalité partagée par tous les protagonistes, qu'ils le veuillent ou non. Il contraste avec les différents styles employés pour les vies intérieures et se trouve souvent en conflit avec le monde extérieur. Mazzucchelli a aussi choisi d'utiliser un style encore plus réaliste ici et là, en particulier pour dépeindre la présence de la nature dans un cadre urbain. Le soin apporté au dessin des branches d'arbres et des innombrables feuilles est une bouffée d'oxygène, à la fois littérale et métaphorique, pour les personnages et les lecteurs. Je vais terminer cette revue des styles employés avec cette page, où deux extrêmes coexistent. De l'art iconique est juxtaposé avec une vue très réaliste de la tour de Babel. Il s'agit en fait d'une citation directe d'une célèbre peinture de Bruegel l'Ancien. Ce n'est pas le seul endroit où Mazzucchelli fait référence à l'art classique. Référence qui ajoute encore un ingrédient à son mélange stylistique. J'aimerais terminer cette traversée de la cité avec quelques exemples du lettrage de Mazzucchelli, qui apporte autant de variété à cet aspect des choses qu'à son dessin. Deux styles de lettrage apparaissent sur cette page. En plus du style habituel utilisé pour Quinn, on peut trouver dans les bulles du père violent des lettrines. Celle-ci signifie son obsession pour des idées venues de l'Ancien Testament. Encore deux autres styles de lettrage, ainsi qu'un style de dessin que je n'avais pas mentionné. Sur la gauche, un lettrage utilisé pour le calepin de Quinn. Et sur la droite, un lettrage irrégulier pour les divagations d'un SDF. Ici, Mazzucchelli donne une voix en police gothique à ce personnage tiré d'une séquence biblique. Et enfin, un lettrage de machine à écrire est employé pour ajouter un nouveau niveau de réalité au récit. Un narrateur anonyme présente au lecteur un mystère irrésolu concernant Quinn. Les multiples styles de lettrage densifient l'expérience de lecture, en concrétisant les voix intérieures des personnages et les niveaux de réalité du récit. Comme nous l'avons vu, les auteurs de ce roman graphique, republié 10 ans plus tard avec une introduction d'Art Spiegelman qui détaille les origines du projet, emploient formalisme et outils métafictionnels pour évoquer la profondeur de l'œuvre d'Auster. Cela ne signifie pas que les lecteurs doivent s'attendre à un traité aride sur les possibilités de la bande dessinée, loin de là. Tout comme le public du livre a pu en apprécier les rebondissements, celui de l'album tirera un plaisir de lecture certain des nombreux apports visuels et narratifs de cette version dessinée. Le City of Glass de Paul Karazic et David Mazzucchelli n'est pas qu'une adaptation de l'œuvre de Paul Auster, mais aussi et surtout une interprétation
de ses formes et significations. Ce n'est bien sûr pas la seule interprétation remarquable d'un livre en bande dessinée. La version dessinée par Bill Sienkiewicz du Moby Dick d'Herman Melville vient à l'esprit, avec ses visions cauchemardesques d'hommes et de baleines. Plus récemment, Junji Ito a apporté un mélange capiteux de réalisme et d'expressionnisme au livre d'Osamu Dazai, La déchéance d'un homme, avec son manga publié chez Delcourt. Les lecteurs francophones ont pu lire Cité de Verre quelques années après la publication en VO, chez Actes Sud, l'éditeur français des livres de Paul Auster. L'album a été republié plusieurs fois, y compris il y a quelques mois. Quant à Auster, il a publié de nombreux romans depuis 1985, son plus récent étant un pavé de 1000 pages, une histoire fascinante à la structure narrative inhabituelle. Depuis City of Glass, Paul Karazic a travaillé sur plusieurs projets intéressants, dont, en tant que rédacteur en chef, des anthologies des BD de Fletcher Hanks, un artiste des années 40 bien frappé. Je m'étonne encore qu'Actes Sud ait décidé d'en publier une traduction. Karazic a aussi produit une très touchante histoire courte sur la vie de Hanks après sa brève carrière dans les comics. J'en recommande sans réserve la lecture. Les histoires de David Mazzucchelli pour Robert Blanquette ont également été traduites en français, mais trouver maintenant ces livres à un prix raisonnable est presque impossible. En dehors de quelques histoires courtes publiées ici ou là, son seul autre roman graphique est l'excellent Asterios Polype, publié à la fois en anglais et en français. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée.